Bonjour à tous, bienvenue dans le studio du groupe Nice Matin pour ce débat organisé dans le cadre des élections législatives. À mes côtés pour animer cette émission, Axel Truquet de l'agence de Nice. Bonjour Axel. Bonjour. Aujourd'hui, c'est sur l'avenir politique de la 3e circonscription des Alpes-Maritimes que nous allons nous pencher. Axel, à quoi ressemble ce territoire ? Alors, ce territoire, il abrite 138 000 habitants et compte un peu plus de 91 000 électeurs. La 3e circonscription couvre le centre-nord et le nord-est de Nice, ainsi que les communes de Falicon, La Trinité et Saint-André-de-la-Roche. Alors en 2022, c'est Philippe Pradal qui a remporté l'élection et comme c'est un honnête homme, il ne niera pas le fait qu'il doit sa victoire à une configuration très particulière avec 2 candidats concurrents à l'extrême droite. Voilà exactement, cette fois-là, ces 2 adversaires les plus dangereux, les candidats du RN et de Reconquête, se sont neutralisés au premier tour, le laissant seul l'emporter aussi facilement que logiquement en finale face aux candidats de la gauche unie. 2 ans plus tard, la donne a changé. Oui, Philippe Pradal est candidat à sa réélection et il est notre premier invité. Bonjour Monsieur Pradal. Bonjour. Vous êtes investi par Horizon, l'un des partis de la majorité présidentielle. Vous êtes également conseiller municipal et métropolitain, ancien maire de Nice par intérim. Dans le civil, vous êtes expert comptable. C'est ça. À vos côtés, Bernard Chex, bonjour. Vous êtes conseiller municipal d'opposition et départemental. Vous êtes très proche d'Éric Ciotti, au point de l'accompagner dans son rapprochement avec le Rassemblement national. Et sur ce plateau également, Thibaut Delez, candidat de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes chef d'entreprise, juriste, père de 2 enfants. Vous vous êtes déjà présenté en 2017 et en 2022, mais alors dans la 5e circonscription. Oui. Et enfin, le dernier candidat n'est pas candidat. Explication, Laure Quignard, qui a reçu l'investiture du nouveau Front populaire dans cette circonscription au nom du Parti socialiste, n'a pas pu être présente pour un motif impérieux. Elle nous prie donc de bien vouloir l'excuser. Alors le problème, Axel, c'est que son remplaçant, Raphaël Galmiche, n'a pas pu la remplacer, ce qui est toujours gênant. Du coup, parce qu'il est important que la gauche soit présente dans ce débat, nous recevons un membre du Parti socialiste qui a accepté de la remplacer au pied levé. Bonjour Patrick Allemand. Bonjour. Votre candidate est membre du bureau fédéral du PS en charge des questions sur la laïcité. Ajoutons que 3 autres candidats sont en liste dans la 3e circonscription pour ces élections. Estelle Jacquet pour Lutte ouvrière, Marie-Françoise Cossin qui porte les couleurs d'Écologie au centre, le parti dirigé par le niçois Jean-Marc Governatori, et Marjorie Viveau pour le parti Equinox. Et nous commençons tout de suite par le bilan de ce mandat réduit à 2 ans. Thibaut Delez, comment jugez-vous l'action de Philippe Pradal ? Catastrophique. Philippe Pradal, c'est le candidat de la majorité présidentielle, le député de la majorité présidentielle sortant. C'est catastrophique. Ces 2 dernières années, c'est de l'insécurité pour les Français, de l'immigration, baisse du pouvoir d'achat. C'est sa faute. On va dire qu'il a soutenu le gouvernement. Donc à un moment donné, quand on se présente à des élections et qu'on fait partie d'une majorité, je pense que Philippe Pradal a voté effectivement pour toutes ces mesures. Les retraites injustes pour les travailleurs qui ont une longue carrière, ce qui fait du chômage des jeunes. Vous savez que quand quelqu'un part à la retraite plus tard, c'est un jeune qui va commencer effectivement plus tard. Vous savez que la population française ne cesse que d'augmenter, donc ce qui est logique. C'est la casse des hôpitaux, c'est la casse de l'agriculture. Tous les 3 jours dans notre pays, il y a un agriculteur qui se suicide. Alors, on ne va peut-être pas faire le bilan du gouvernement en quelques mots, simplement on a compris votre position. Patrick Allemand ? Écoutez, moi je partage à peu près le mot catastrophique. Je dirais qu'il y a 3 points qui me paraissent extrêmement préoccupants. Le plus grave, c'est la dette. 3 000 milliards, aujourd'hui, plus de 3 000 milliards. On est obligé de faire un emprunt de 286 milliards encore pour boucler le budget, pour faire en sorte que les intérêts de la dette soient remboursés également. Et on a un déficit public qui est de 5,1%, ce qui est énorme, bien au-delà des 3%. Et bien au-delà des 4,4% qui étaient prévus dans le budget. Deuxième point, je dirais que c'est 3 grandes lois qui sont très controversées et qu'on abrogera d'ailleurs si une majorité de gauche se dégage. La loi sur les retraites, la loi sur l'assurance chômage et son durcissement, et puis la loi sur l'immigration. Et enfin, 3e point, la fracture sociale. Les inégalités n'ont jamais été aussi importantes qu'actuellement. Et ça, c'est ennuyeux surtout parce que, en plus, ça a été accompagné d'une attitude méprisante et il n'y a pas eu de qualité d'écoute sur ce projet. Et je crois que c'est surtout cela que les Françaises et les Français reprochent au gouvernement.
Bernard Schex, et vous, le bilan de Philippe Pradal ? Avec tout le respect que je dois à Philippe Pradal, aujourd'hui, il est le candidat d'Emmanuel Macron. Il est le comptable de fait des 1000 milliards de dettes supplémentaires que nous aurons à supporter. Voilà, donc je suis le candidat à la fois des Niçois, mais également de toutes les communes qui composent la Circo numéro 3. Vous avez les mêmes Donc j'entends ce que les gens me disent. Vous avez les mêmes griefs, notamment sur la réforme des retraites ? Alors écoutez, les choses vont évoluer, vous l'avez compris, aujourd'hui il y a eu une annonce de fait par le candidat Bardella. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas faire le constat, faire une étude, faire un audit des comptes, voir ce qui sera possible de faire. Vous savez, moi je suis un chef d'entreprise, je suis pragmatique. 1 + 1, ça fait 2. Aujourd'hui, il faut arrêter de faire croire aux gens qu'on va pouvoir tout faire. Voilà. Bien. Mais par contre, ce qui est une réalité, c'est que l'on fait déjà le rassemblement. Le rassemblement des droites, ça a du sens. Ça a du sens pour gagner. Et c'est le renouveau. C'est ce qui va se passer parce que je suis sur le terrain, j'entends ce que les gens disent. Et il y a une vraie volonté d'aboutir sur ce vote législatif. Merci beaucoup, Monsieur Pradal. Vous êtes habillé pour l'hiver en plein cœur de l'été, c'est formidable. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça ? Votre bilan, vous le défendez comment ? Eh bien, comme je suis généreux, je vais partager l'habillement. Nous étions en majorité relative ces 2 dernières années. Cela a échappé à personne et j'ai fait effectivement partie des députés qui ont voté parce que je fais partie du parti d'Édouard Philippe et que nous pensions qu'il fallait continuer un élan qui avait été créé et j'ai voté un certain nombre de dispositions. Mais sur les dispositions principalement reprochées dont il a été question ici, la loi sur les retraites, je rappelle qu'Éric Ciotti l'a voté et qu'une bonne partie, pour ne pas dire la très grande majorité du groupe LR l'a voté. 2/3. L'insécurité, nous avons avec Gérald Darmanin, et j'ai été co-rapporteur de la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, renforcé. Nous avons rétabli ce qu'on appelait la double peine, c'est-à-dire le fait qu'un étranger condamné à une peine de prison, quand il sort de prison, s'il est en situation irrégulière sur le territoire, il retourne dans le pays d'où il provient. Nous avons également fait adopter des dispositifs qui font qu'un étranger qui ne respecte pas les principes de la République, il faudra que l'on en parle, notamment au titre de ces grands principes, le respect du principe de laïcité, eh bien, il n'a pas vocation à rester sur le territoire, quelles que soient les conditions dans lesquelles il y est entré. Voilà tous ces éléments. Donc ces éléments de bilan, je les prends, qu'après, il y a eu une expression qu'il faut entendre, et que je partage en partie, de colère par rapport, bien sûr, ce qui a été fait, mais il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la crise énergétique, mais surtout sur la méthode, le fait que nous avons donné le sentiment, parfois justifié au niveau du gouvernement, de ne pas écouter, de ne pas entendre. L'élan qui est porté autour d'Édouard Philippe pour constituer une majorité parlementaire ne peut pas ressembler à la majorité qui a été relative, qui a été au Parlement pendant 2 ans, et ne peut pas se limiter à des accords faits dans la soirée, à la dernière minute, sans qu'il y ait de programme, mais qui est juste la volonté d'essayer de gagner le maximum de circonscriptions sur une absence de programme. Merci beaucoup. On va revenir évidemment sur certains de ces points, mais on enchaîne tout de suite sur l'actualité politique avec une première question pour vous, Philippe Pradal. Au lendemain de la dissolution, vous ne sembliez pas très motivé pour repartir au combat. Alors, est-ce que vous en aviez marre de prendre des coups ou marre de jouer peut-être les Playmobil à l'Assemblée ? Pas du tout. Alors, j'ai pas vraiment joué les Playmobil et ensuite... Je crois qu'on l'a vu ces derniers temps, les décisions prises seules ne sont pas des bonnes décisions. Donc lorsque je suis interrogé à 7h du matin, je n'ai pas encore pris ma décision parce que je n'ai pas encore vu toutes les personnes dont je souhaitais recueillir l'avis. Donc en toute honnêteté, en toute transparence, j'ai dit, tant que je n'ai pas vu ces personnes, je vais voir. Maintenant je les ai vues et je crois qu'on ne peut plus douter de ma détermination, mais je le redis, prendre une décision tout seul dans son coin sans en parler à ses amis, ça ne donne pas toujours de bons résultats. Bien, vous avez donc cédé à l'amicale pression de votre entourage. Et à ma volonté propre. Bernard Schex, petite question, est-ce que vous allez faire figurer Jordan Bardella et Marine Le Pen sur vos affiches électorales ? Jordan Bardella, le Rassemblement national, on est dans un rassemblement de droite, c'est historique, je souhaite participer à ce rassemblement, je suis extrêmement motivé pour gagner cette élection. Je veux être le candidat de cette mère de famille qui aujourd'hui a du mal à remplir son frigo. Je veux être le candidat de ce policier qu'on souhaiterait peut-être désarmer en cas d'alliance de certains partis. Je veux dire, aujourd'hui sur le terrain, il y a une forte inquiétude. Aux dernières élections européennes, vous l'avez compris, le vote est allé massivement sur les candidats de droite.
Donc je serai de cela. Monsieur Chaix, vous êtes aussi le candidat d'un parti, ou plutôt d'un homme qui, jusqu'à tout récemment, cognait à bras raccourcis contre le Rassemblement national. On ne va pas rappeler toutes les déclarations d'Éric Ciotti à ce propos. Ça ne vous pose aucun problème, aucun état d'âme? Ça ne me pose absolument aucun problème, monsieur. Parce que d'abord, je ne suis pas un homme politique qui bénéficie d'un CDI. Je veux dire, je suis rentré en politique il y a très peu de temps. Encore une fois, j'ai l'écoute, et je suis à l'écoute des gens qui vivent au quotidien cette problématique que nous entendons tous, que vous entendez quand vous invitez vos invités, quand vous avez des gens devant vous qui sont désespérés, qui ne savent plus aujourd'hui quoi faire. Je veux dire, j'ai en charge au département la politique sociale du RSA. Je constate certaines choses, on pourra en parler tous ensemble. Il y a des constats à faire, mais il y a surtout une action à mener. Aujourd'hui, il faut se retrousser les manches. Aujourd'hui, il faut y aller tous ensemble. C'est la pertinence de ce rassemblement aujourd'hui avec Éric Ciotti. Vous le savez, je suis proche d'Éric Ciotti. Mais je suis également un adhérent LR. Merci beaucoup. Patrick Helman, que dites-vous à tous ceux qui s'inquiètent de ce nouveau Front populaire et qui ne veulent pas cautionner en fait une alliance avec la France insoumise? Moi, je crois qu'il faut, par rapport à ça, avoir beaucoup de recul. On a une situation qui a été provoquée par le président de la République, qui a donc dissous l'Assemblée nationale. À partir de là, on s'est trouvé dans une situation où il a fallu répondre dans l'urgence. Et d'ailleurs, je pense que Emmanuel Macron, lorsqu'il a fait cette dissolution, n'imaginait pas du tout ce qui allait se passer par la suite, ni au niveau de l'éclatement des LR, et ni au niveau d'un rassemblement de gauche construit en 5 jours. Et cela change complètement la donne, parce que la dynamique, elle est maintenant du côté du Front populaire. La dynamique, elle est là parce que, tout simplement, si nous ne continuons pas là-dedans, nous aurons des triangulaires partout. Or, cette dynamique de gauche, aujourd'hui, elle a vocation, notamment, à être présente au second tour et à devenir le rempart à l'extrême droite. Donc aucun état d'âme de votre part à vous lier au parti de M. Mélenchon? Non, aujourd'hui il faut que nous montions un rassemblement pour gagner. Mélenchon aura sa place, mais vous avez tous bien compris, notamment avec les dernières déclarations d'Olivier Faure, que ça ne sera pas forcément Matignon comme il espérait. Donc il est membre d'une coalition, sa formation est membre d'une coalition, chacun se respecte, mais on a un objectif commun, c'est d'être le barrage au Front National. Aujourd'hui, ce qui est important de souligner, c'est que le barrage au Front National, c'est la gauche. Et ce n'est pas les amis de M. Pradal. Cette candidature, par rapport au contexte politique général, aujourd'hui, le barrage au Front National, c'est la gauche. Et Pradal, il est dans une situation difficile, parce que tout simplement, voter pour la majorité présidentielle devient inutile. C'est une candidature qui ne sert pas dans le cadre de l'affrontement avec le Front National. Très bien. Thibaut Delez, Debout la France, est-il un parti encore vraiment debout? Ces scores ont du mal à décoller. Qu'en pensez-vous? Debout la France, il est bien debout. La preuve, je suis candidat dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes. Et donc, pour répondre à la question, cette dissolution constitue un espoir pour les Français. C'est un espoir d'un changement de cap. On a bien vu que la droite est en train de se rassembler, et nous plaidons depuis plusieurs années avec Nicolas Dupont-Aignan pour ce rassemblement des droites. On l'a vu déjà en 2017, Nicolas Dupont-Aignan avait soutenu au 2e tour contre Emmanuel Macron Marine Le Pen. 2022, Nicolas Dupont-Aignan a soutenu le camp national contre le camp des souverainistes contre Emmanuel Macron. Il est logique effectivement qu'aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de ce rassemblement des droites. C'est un espoir pour que les Français puissent reprendre leur liberté, leur sécurité et le contrôle de leurs frontières. Oui, M. Delez, mais précisément, vous êtes à côté de Bernard Chaix, qui représente lui aussi une forme d'union des droites, avec le Rassemblement national, avec les Républicains, ou en tout cas une partie des Républicains à déterminer. Pourquoi êtes-vous candidat alors que M. Chaix est ici présent? La 5e République, vous savez qu'il y a 2 tours pour les élections législatives. Il y a un premier tour où effectivement, moi je fais partie d'une mouvance donc, de gaullisme souverainiste, et donc effectivement, M. Chaix est au LR, et ils ont fait un rassemblement avec le RN. Nous partons pas face à face, mais nous sommes côte à côte dans cette élection. Et nous
nous rejoindrons le Rassemblement des droites au second tour. Alors vous étiez candidat dans la 5e en 2017 et 2022. Pourquoi vous êtes candidat dans une autre circonscription aujourd'hui ? Dans la 5e circonscription, nous avons une députée qui a très bien fait son travail, qui s'appelle Madame Dunterny. Il n'y a aucune raison, effectivement, que nous nous présentons. Quand, effectivement, on a décidé de se présenter à la 3e circonscription, le député sortant était M. Pradal, macroniste, et donc là, ça n'a rien à voir. D'accord, M. Chex donc, est moins crédible à vos yeux que Mme Dunterny. M. Chex, quand nous avons déposé notre candidature, n'était pas candidat à l'époque. Hein, on n'avait aucune... vous savez, on ne se passe pas des coups de fil, d'ailleurs, je n'ai pas le numéro de téléphone de M. Chex. Et donc, effectivement, c'était logique pour nous qu'on représente Debout la France contre la Macronie qui a tant abîmé notre pays. Monsieur Chex, vous y faisiez allusion il y a un instant à la réforme des retraites, une réforme des retraites que Éric Ciotti a votée et qu'il a fait voter à son parti dans les conditions qu'on connaît assez difficiles. Jordan Bardella a promis qu'il allait l'abroger à l'automne. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'en pense que nous travaillerons tous ensemble et je pense que certains reverront leur position. Ça sera des positions de bon sens. Ceci s'appelle la langue de bois, monsieur Chex. C'est un exemple admirable. Non, mais je vous demande votre position, vous me répondez sur les généralités. La langue de bois, ce sont ceux qui sont là depuis toujours qui la pratiquent. Moi, vous la pratiquez merveilleusement. Eh bien, écoutez, c'est ce que vous pensez. On verra le résultat au soir des élections. Mais en l'occurrence, vous n'avez pas répondu à ma question. Je réponds à votre question clairement. Les retraites, c'est un sujet important. Vous savez que c'est un sujet complexe. Il y a des carrières longues. Il y a des gens qui ont commencé à travailler très jeunes. Il n'est pas normal qu'ils partent très tard. Il faut qu'ils puissent profiter aussi de la vie parce qu'ils ont cotisé. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a dans ce pays, c'est que tous les gens qui ont contribué, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, aujourd'hui, ils ont l'impression d'être spoliés de tout ce travail qu'ils ont accompli. Aujourd'hui, les gens veulent profiter aussi de la vie. Les gens ne comprennent plus cette politique que mène le gouvernement et que soutient M. Pradal. Aujourd'hui, on veut, je vous l'ai dit, désarmer les policiers. On va y revenir, pas sans problème. Non, mais vous voyez bien qu'il y a énormément de difficultés dans ce pays. Moi, je veux être celui qui contribuera à redresser la France. Je veux être celui qui amènera, je vous l'ai dit, sa pierre à l'édifice. Vous me questionnez sur les retraites. C'est un sujet très compliqué, vous le savez. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce qu'on peut les financer, est-ce qu'on ne peut pas les financer ? Il y aura des économies, à mon avis, il y aura des pistes d'économie un peu partout à réaliser dans ce pays. Vous savez que... Lesquelles, par exemple ? Est-ce que vous en avez les agences de l'État, on en parle souvent, les agences de l'État, c'est absolument incroyable, c'est des milliards d'euros qui sont dépensés des fois inutilement. À un moment donné, il faut serrer la vis. Il faut serrer la vis parce que il faut serrer la vis sur le train de vie de l'État, il faut serrer la vis pour tous ces ministères. Je veux dire, on serre la vis des contribuables. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, je veux dire, tout le monde a l'air de ne plus pouvoir arriver à clôturer un budget de fin de mois. C'est ça dont il s'agit. Je veux dire, les retraites, c'est extrêmement important, je vous l'avoue. On contribuera, on amènera notre contribution avec nos partenaires dans ce rassemblement. Merci. Très bien. Philippe Pradal, les sondages montrent qu'une petite majorité d'électeurs LR approuvent l'accord d'Éric Ciotti avec l'extrême droite. N'est-ce pas le plus important ? Je ne suis pas certain parce que l'élection que nous allons vivre et qu'il me soit permis de prendre quelques secondes pour rendre hommage aux acteurs du dernier mètre de la démocratie locale, qu'ont été les gens qui ont tenu les bureaux de vote. Qui ont tenu les bureaux de vote pour les européennes et qui vont à nouveau tenir les bureaux de vote. Il y en a beaucoup. Ce sont des bénévoles. Ils sont volontaires et c'est vrai qu'on oublie parfois que la vie démocratique, elle n'existe bien sûr par les débats, par les partis, mais elle existe aussi par ces acteurs du quotidien et je voulais leur rendre hommage. On est sur un sujet qui, moi, me paraît... Enfin, quand Patrick Allemand dit que ma candidature ne sert à rien, je pense qu'il met en lumière le fait que, justement, elle est complètement indispensable. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a des alliances que je qualifierais peut-être de façon un peu provocante de calculettes. On s'est dit, on va additionner des voix, des scores aux européennes, et ça va faire une majorité aux législatives, et ça va faire une majorité pour la France. Et puis on voit que lorsqu'il s'agit de parler de programme, c'est plus du tout la même chose. On dit que Jean-Luc Mélenchon, et c'est normal parce qu'il s'est toujours comporté comme ça avec son parti depuis 2 ans, prend le leadership sur l'union à gauche. Et que ses partenaires essayent de lui contester, mais qu'il leur explique que c'est pas possible, que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Et que d'ailleurs, il en donne la preuve très nette en liquidant les gens qui se sont opposés à lui au sein même de son parti. Et puis de l'autre côté, on a une alliance, et le programme économique en est la preuve, où allier le programme économique de LR et du RN,
c'est très compliqué. Donc il y a une position qui est aujourd'hui prise, qui est de dire votez pour nous et puis on verra. Mais votez pour nous en très grande majorité, de façon qu'on ait les pleins pouvoirs. Eh bien pour ces deux raisons que les programmes des extrêmes me paraissent aujourd'hui des additions qui sur le papier marchent peut-être, mais qui ne portent pas un projet pour la France, ma candidature, elle est nécessaire, utile, et elle va permettre de faire émerger au sein du bloc central des gens qui ont envie de travailler ensemble avec les plus modérés des deux autres camps pour construire les réformes dont notre pays a besoin. Et je suis parfaitement d'accord, le pouvoir d'achat, la sécurité sont des sujets majeurs. Patrick Helman, quel serait le meilleur Premier ministre en cas de victoire ? En cas de victoire de la gauche, c'est une question de piège, ça, quand même. Hein. Pas tant que ça, j'imagine que vous y avez réfléchi. On y réfléchit encore, puisqu'il est prévu, pour l'instant, on a prévu des modalités de désignation. On en est à ce stade-là. La modalité de désignation, il y a un débat interne. Soit c'est le groupe le plus important, et c'est LFI, soit c'est un candidat qui va émerger par un vote collectif de l'ensemble des parlementaires qui auront été élus. Donc, si c'est cette voie-là qui l'emporte. Pardonnez-moi, monsieur Helman, mais vous faites à peu près la même chose que ce que j'ai reproché à monsieur Schex. Vous ne répondez pas à ma question. Ma question est simple. Vous-même, quel serait le Premier ministre que vous appelleriez de vos voeux ? Un socialiste. Mais vous encore avez un nom ? Non, je n'ai pas de nom pour l'instant. Mais je pense qu'un socialiste est mieux à même de rassembler et de créer un consensus qu'un Premier ministre venant des rangs de LFI. Alors, on va parler, en cas de victoire, Bernard Schex, de votre camp, quelle est la première mesure que vous allez mettre en œuvre ? Alors, ça sera les membres du gouvernement qui s'en chargeront, et j'espère qu'un candidat qui nous est proche de Nice fasse partie évidemment de ce gouvernement. Mais je voudrais revenir vous parlez clairement d'Éric Ciotti. Clairement d'Éric Ciotti. Je voudrais revenir sur la question que vous avez posée à M. Pradal, en lui demandant... Rapidement, en demandant à M. Pradal si c'était le souhait des militants LR. Vous auriez dû me poser la question à moi. Je suis encarté LR, je suis vice-président du parti. Je peux vous dire qu'il y a un décalage énorme entre ce que les gens nous disent aujourd'hui dans la permanence par rapport à ce que vous entendez, vous, à Paris, qui sont toujours les mêmes, qui sont ceux qui nous ressortent le match Copé-Fillon. On fait renaître Madame Pécresse. Je veux dire, aujourd'hui, vous donnez de l'audience à Xavier Bertrand, qui est quelqu'un qui n'a pas fait la campagne des européennes. Je veux dire, nous avons soutenu Laurent Castillo, notre candidat, ici, qui est le seul député européen élu, avec l'étiquette LR. Posez-moi la question, et je vous répondrai de manière très précise. Alors c'est regrettable. Mais pas à un de mes opposants. C'est regrettable parce que c'est un peu nous qui choisissons les questions. D'accord, vous voyez que je pouvais intervenir, donc j'ai préféré. Bien sûr, après, concernant monsieur Helman, on est en politique fiction. Je veux dire, voilà, Patrick Helman ne vous répond pas parce qu'il a beaucoup de mal à vous répondre, et ce que je peux comprendre, j'ai vu sa réaction, mais moi je fais partie de ceux qui ne veulent absolument pas voir monsieur Mélenchon Premier ministre. Je n'en doutais pas. Non, mais ça, c'est ma position personnelle parce que j'ai des convictions, mais c'est également les convictions des gens que je rencontre. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans ce pays, il faut en être conscient. Monsieur Schex, vous savez, quand on est député, il n'y a pas que des projets de loi, il y a aussi des propositions de loi. Oui. Quelle serait donc la proposition de loi que vous aimeriez porter ? Eh bien, par exemple, j'essaierai de mener à bien la proposition de loi qu'a portée M. Pradal concernant les propriétaires immobiliers, concernant les squatteurs. Je veux dire, si on trouve normal dans ce pays qu'un propriétaire qui rembourse un crédit et qui est squatté ne puisse pas mettre à l'extérieur de son habitation, de sa propriété, quelqu'un qui n'a ni droit ni titre, et qu'en plus, on est en train de nous dire qu'il faut le reloger, je veux dire, on est dans un pays quand même très particulier, voyez. Donc ça, c'est une proposition que je reprendrai, parce que vous avez fait, monsieur le député, une très bonne proposition. Et justement, monsieur Pradal, pour vous, si votre camp passe, quelle est la première mesure ? Est-ce que ce serait la même ? Est-ce que vous pensez à autre chose ? Écoutez, je suis rassuré déjà que dans mon bilan parlementaire, un certain nombre de choses qui suscitent de l'intérêt et qui seront poursuivies, mais je les poursuivrai moi-même, ça sera plus simple à mon avis et plus facile. Je pense que la première mesure qu'il faudra porter, et avant même une proposition de loi qui met 6 mois, 1 an pour être adoptée, ce sont des mesures en matière de pouvoir d'achat pour faire en sorte que le travail soit mieux rémunéré, que le décalage entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas soit plus franc. Bien, Thierry Delez. Thibault, pardon, excusez-moi. Thibault Delez. Même question. La première mesure que nous mettrons en place, c'est l'indexation des salaires et des retraites sur le cours de la vie. Sur l'inflation. L'inflation, première mesure.
Une deuxième mesure, Ça effectivement. coûterait combien, ça? Alors effectivement, ça coûtera, on n'a pas vraiment chiffré, mais ce qu'on est sûr, effectivement, c'est que ça sera remboursé par la chasse à toutes les fausses cartes vitales qui sont en circulation en France. Effectivement, il y a des études là-dessus, et il y a quasiment 2 fois plus de cartes vitales que de personnes qui sont sujettes à la sécurité sociale. Donc il y a quand même un problème. Vous voyez, donc la question, c'est Ça pas... coûte combien, selon vous, cette fraude? Que c'est pas combien, plusieurs milliards d'euros chaque année, effectivement. Mais la deuxième question, donc la deuxième mesure, c'est la hausse des salaires de 8%. Comment on fait? On baisse les charges sociales patronales. Effectivement, et ça représente un 13e mois. Donc ça ne coûte pas plus cher au patron et l'employé, il a plus d'argent dans la poche. Il faut continuer, effectivement, à maintenir l'emploi dans notre pays. Aujourd'hui, on voit qu'on délocalise, qu'on fait tout venir de Made in China, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est les Français. On doit défendre les Français et la France. Voilà. Patrick Helmans, c'est un peu une question par procuration, parce que vous ne serez pas, quoi qu'il en soit, à l'Assemblée nationale. Mais tout de même, quelle est la première mesure qui vous paraît pertinente? Écoutez, j'ai une mesure qui m'est personnelle, et puis après, j'ai ce qui doit être politiquement fait tout de suite. Oui. Ce qui est politiquement fait tout de suite, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat, avec l'augmentation du SMIC à 1 600 €, mais aussi l'augmentation des minimums vieillesse, parce qu'on a des personnes âgées qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, et c'est extrêmement préoccupant. Et surtout, il faut penser à cette revalorisation en intégrant l'inflation dans le raisonnement, parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est quand même, une fois qu'on a payé des taxes, l'augmentation de l'électricité, etc., c'est le reste à vivre. Et c'est là qu'on a un problème. C'est pas forcément un problème financier, mais c'est après un problème de reste à vivre, une fois que tout est payé. Et il y a des gens où il ne reste pas grand-chose. C'est l'urgence. L'urgence, c'est ça. Pour ce qui concerne ma proposition, que je ne déposerai jamais, c'est le renforcement de la loi SRU. Parce qu'elle commence à être attaquée par divers responsables politiques, et je pense que c'est quelque chose de très très important par rapport aux besoins qui émergent. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, on a 27 000 demandes en attente, et donc il faut faire un effort considérable là-dessus. C'est un défi. En un mot, la réforme des retraites à 60 ans, vous êtes pour ou vous êtes contre? Oui, on est pour. Très bien. On va revenir dans la 3e circonscription. Thibaut Delez, selon vous, quelle est la principale problématique de cette circonscription? La problématique de la circonscription numéro 3, c'est que le maire de Nice, et donc M. Pradal, qui fait partie de la municipalité, ferme les postes de police municipaux, donc dans les quartiers, pour ouvrir un poste principal à Saint-Roch. Alors effectivement, il veut faire police municipale, police nationale, on ferme à la Libé, on ferme à Pasteur. Or, la police municipale, c'est une police de quartier, une police de proximité. Et donc, c'est bien la différence avec la police nationale. Vous voyez, donc elles n'ont pas les mêmes attributions, et ça, c'est une erreur. Ce que fait aujourd'hui M. Pradal, avec la municipalité. Et ça, c'est un besoin de la Circo de redévelopper ces postes de police municipaux dans les quartiers. Monsieur Pradal, même question. Quel est le principal problème, le premier problème de cette circonscription? Un mot de réponse. Je vous en prie. La place d'un policier, c'est dans la rue. C'est pas dans un bureau. Et donc, oui, nous réduisons les implantations pour avoir un poste d'hypervision dans les locaux de l'ancien hôpital Saint-Roch pour pouvoir aller au plus près avec les moyens aujourd'hui que donne l'intelligence artificielle et les caméras, en espérant que la reconnaissance faciale puisse être utilisée pour faire des choses. Le principal sujet dans la circonscription, à mon sens, que c'est aussi un sujet de lien social et c'est aussi un sujet de pouvoir d'achat, c'est la mobilité. C'est pouvoir offrir une mobilité décarbonée, rapidement et efficace, qui permette aux gens qui n'ont parfois pas d'autres moyens de se déplacer, de pouvoir rejoindre les endroits où ils ont besoin de se faire soigner, de tenir des rendez-vous, d'avoir des loisirs. C'est donc le sujet principal. Nous y travaillons activement depuis plusieurs années au sein de la métropole et je travaille jusqu'à il y a encore quelques heures avec les services de l'État pour obtenir des financements complémentaires pour pouvoir accélérer notre transition vers plus de bus verts et un tramway qui traversera l'Ariane pour aller jusqu'à la Trinité. On reparlera peut-être des transports après. D'abord, Patrick Helmans, justement, même question. Pour vous, la problématique de la 3e circonscription, quelle est-elle? Je suis désolé, mais c'est vraiment les transports. Je rappelle que... Quelle solution alors? C'est le tram. C'est le tram. D'abord parce qu'il y a un principe d'équité et que ce quartier est enclavé. Les gens qui y habitent, c'est un handicap. Quand il faut aller travailler, il faut d'abord surmonter le fait de dire qu'on est de l'Ariane, pas toujours bien vu par les employeurs, et quand cet obstacle est passé, il faut encore que le salarié puisse se rendre à son lieu de travail. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent 1 heure
pour aller à leur lieu de travail quand ils habitent à l'Ariane. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc, pour moi, le plus important, c'est ça. Bon, il y a des avancées qui ont été faites, mais ça va très lentement. En tout cas, par exemple, ça va plus lentement que la ligne 4 vers Cannes-sur-Mer. Mais en tout cas, nous sommes déterminés et nous serons très vigilants sur ce dossier. Le tram à l'Ariane, c'est indispensable. Alors, on va en reparler. C'est un gros sujet, effectivement, qui mérite qu'on y revienne longuement. Mais d'abord, M. Schex, le principal problème que vous identifiez? Alors, dans cette circonscription, les problèmes sont les mêmes que partout en France. Vous avez, au niveau de l'habitat social, vous avez un parc délabré, non entretenu, vieillissant, qui n'incite pas à ce que les gens aillent y habiter. On parlait de la mobilité, je partage tout ce qui a été dit. La mobilité, c'est une catastrophe. La mobilité, et notamment le transport, on en parle à longueur de journée. Monsieur Estrosi nous en parle beaucoup. Dans la réalité, on augmente le tarif du transport. Donc pour mémoire, ça a été, il y a eu une... Dans la réalité, on renvoie avec un calendrier lointain, parce qu'il n'est pas finançable et il n'est pas financé, l'extension de cette ligne qui est tant attendue dans ces quartiers, à la Trinité, à Saint-André et à l'Ariane. Ça pénalise les plus faibles. Il faut arrêter de faire croire aux gens que tout est possible. On revient au financement. C'est pour ça que je vous dis que ce que nous vivons dans la Circo, c'est à peu près les problèmes que rencontre tout le monde en France. On en revient toujours à la même chose. Je veux dire, c'est le coût des services publics. Aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher pour avoir un service qui, malheureusement, n'est pas optimal. C'est vrai dans les transports, c'est vrai dans la santé. Dans la Circo, qu'est-ce qui est important? C'est qu'on ait des spécialistes médicaux. Qu'est-ce qui est important? C'est la sécurité aussi, parce qu'on a des quartiers qui sont agités. Il faut de la police. Alors c'est bien, le centre de supervision, c'est une solution. Moi, je suis plutôt partisan à avoir des commissariats de police un peu partout et dans tous les quartiers pour pouvoir intervenir rapidement. Il y a des équipages de jour, il y a des équipages de nuit. Il faut renforcer la police. Il faut arrêter de nous faire croire que dans la police municipale, il y a des centaines et des centaines d'agents quand on y comptabilise également les papiers et les mamies trafic. Moi, je voudrais arriver à savoir, et je vais poser la question à M. Pradal, qui a eu en charge la sécurité, combien y a-t-il réellement de policiers à Nice ? Monsieur Pradal, vous répondez à cette question si vous le souhaitez, et ensuite on enchaîne sur la question des transports qui est quand même fondamentale et sur laquelle on aimerait vous entendre un peu plus précisément. Le tableau des effectifs de la police municipale, il comprend effectivement 3 types d'effectifs. Les papiers et mamies trafic, et je trouve que c'est pas très sympa de dire que les papiers et mamies trafic, en gros, ils font pas de la sécurité parce qu'il faut aller aux sorties d'école et voir le travail remarquable qu'ils font. Face à des terroristes armés, c'est quand même très compliqué. Les ASVP, et il y a des policiers municipaux dans les écoles aussi, vous le savez, si les conseils d'école ils sont favorables, oui. il faut respecter le travail de tout le monde. Mais je le respecte. Il y a les ASVP qui représentent une présence extrêmement importante sur le terrain. Et nous avons effectivement les policiers municipaux avec des brigades spécialisées, avec des agents au centre de supervision, avec la brigade canine, avec tout cela représente 1 millier d'agents. Voilà. Et ce sont ces gens-là qui font de la sécurité. Et aujourd'hui, quand un ASVP est équipé d'une radio qui lui permet de contacter immédiatement l'équipage de police municipale qui est à proximité, ça a la même réactivité que si on avait des équipages de police municipale partout, parce qu'il faut dire aussi la vérité aux gens. Et c'est pour ça que la valeur du travail est importante. Aujourd'hui, les policiers, qu'ils soient municipaux ou nationaux, ont le sentiment que leur travail n'est pas reconnu. Et quand ils font l'objet d'attaques, quand ils entendent des slogans comme quand on dit que la police tue, à juste titre, ils le vivent mal, et il y a aussi des problèmes de recrutement dans les filières de sécurité. Il faut donc, et ce n'est pas seulement un sujet financier, qu'il y ait une forme de sursaut là-dessus, sur lequel on dise le pacte républicain, les gardiens, ce sont les policiers. Et parce que ce sont les gardiens, ils doivent être respectés, aidés et soutenus. Ce que nous faisons à Nice avec Christian Estrosi, depuis longtemps, ça nous a été souvent reproché. On va revenir sur la thématique des transports. Thibault Delez, si demain vous êtes député, est-ce que vous auriez une proposition de loi justement pour favoriser les déplacements ? Alors déjà, les déplacements à Nice, effectivement, on a parlé du tramway. On a parlé de la gratuité du contournement de la ville, parce qu'effectivement, on est une des seules villes en France où on doit payer un péage pour la contourner. C'est justement quelque chose qui est demandé par Christian Estrosi depuis très longtemps. Effectivement, c'est ce qu'on demande aussi depuis très longtemps, mais effectivement, peut-être qu'on l'obtiendra. Peut-être que Christian Estrosi ne le demande pas assez. Christian Estrosi a augmenté quand même de 20% la taxe foncière récemment avec M. Pradal.
Mais effectivement, M. Pradal parle des policiers, du respect des policiers, ainsi de suite. Mais... Excusez-moi, sur les transports, essayons de rester sur le thème, parce qu'on va aborder la sécurité après. Effectivement. Vraiment sur les transports. Sur les transports, c'est la gratuité du contournement de Nice. Effectivement, le tramway, donc il y a des zones collinaires, ainsi de suite. Tout le monde n'a pas accès au tramway aujourd'hui à Nice, il faut savoir. Aujourd'hui, à Nice, la ligne 1 et 2, vous parlez de toutes les personnes qui sont sur les collines, par exemple, de Nice-Ouest, ainsi de suite, parce que je vous rappelle qu'on est député d'un pays, on n'est pas député d'un quartier. Quand même. Le député ne vote pas des lois sur le tramway non plus. C'est la municipalité qui développe. Il peut imposer quand même un cadre et des grandes directions. Subventionné également. Oui, c'est plutôt la métropole, on va dire à Nice, qui le fait, vous êtes au courant. Donc effectivement, oui, voilà les idées que nous avons. Cependant, je ne pense pas que ce soit le travail législatif d'un député aujourd'hui. Monsieur Pradal, c'est quand même une question importante, le prix du tram qui a effectivement très fortement augmenté tout récemment. Est-ce que c'est la meilleure façon pour inciter les gens à prendre le tram et les transports en commun ? L'augmentation a été très modulée et les abonnés ont connu une augmentation bien moins forte que les tickets à l'unité. Ce qui a principalement été augmenté, c'était les tickets à l'unité. 70%. Ce qu'il convient de dire sur ce sujet, c'est que ce qui fait qu'on va dans un transport en commun, c'est sa fiabilité, sa fréquence et en troisième critère, son prix. Oui, nous n'avions pas augmenté pendant longtemps et en fait nous avions eu une politique et un choix qui a été réalisé de dire d'abord on développe le réseau. Et il a été considérablement développé, livraison de la ligne 2, livraison de la ligne 3, annonce sur la ligne 4 et la ligne 5. Puis, une fois que nous avions livré ces lignes sans augmentation tarifaire, nous avons décidé de procéder à un ajustement des tarifs, mais qui est aussi là pour faire deux choses. La première, c'est accompagner l'augmentation du coût de l'énergie. Il ne vous a pas échappé qu'un bus, un tramway, ça fonctionne avec de l'énergie. Soit de l'énergie décarbonée, soit de l'énergie traditionnellement thermique, mais en revanche, ça fonctionne avec cela et il y a eu une augmentation considérable, il a donc fallu y faire face. Et ensuite, c'est construire un réseau qui soit au plus près des besoins des habitants. Et cela, ça a un coût. Parce que, et je le redis, bien souvent, le choix n'est pas entre je vais prendre les transports en commun ou ma voiture et je vais regarder ce qui est le plus cher. C'est que pour un certain nombre de personnes, c'est soit j'ai un transport en commun disponible, soit je n'ai pas de moyen de me déplacer. Et c'est ce sujet-là aussi qu'il faut adresser en matière de mobilité, parce que c'est un instrument de sécurité pour les plus jeunes, pour les plus anciens, pour les plus fragiles, et donc pour nous tous, parce qu'un jour ou l'autre, nous serons dans une de ces catégories où nous aurons été confrontés à traiter le sujet de mobilité d'une de ces catégories. Alors, dans les transports, il y a aussi la question de l'environnement, bien sûr. Quand on prend les transports en commun, a priori, on pollue moins. Au-delà des transports, est-ce qu'il y a des priorités, M. Pradal, qui vous paraissent utiles à mettre en œuvre dans le domaine de l'environnement ? On sait que chez nous, il a permis la déclinaison locale, le sujet de la mobilité est complètement essentiel. L'autre sujet, c'est effectivement le sujet des émissions qui sont liées aux bâtiments dans lesquels soit nous vivons, soit nous travaillons. Ce sont des sujets qui sont en train d'être traités, mais aussi, et beaucoup, le fait pour lutter contre un des effets les plus visibles sur notre territoire du dérèglement climatique est l'augmentation de la température. Et pour ça, il faut combattre les îlots de chaleur, et nos villes ont été construites pendant des années en n'ayant aucun souci des endroits où il faisait chaud, même dans l'espace urbain. Avec les trames vertes que nous construisons et que nous déployons, avec des mini-trames vertes à peu près partout dans la ville, nous faisons baisser la température. Faisons tous l'expérience, il commence à faire chaud, on marche au soleil, on est sous un arbre. Ce n'est pas une sensation de fraîcheur, c'est une réelle fraîcheur que nous éprouvons. Et bien nous voulons faire ça, et nous le faisons avec Christian Estrosi à l'échelle de la ville. C'est un sujet essentiel, et franchement, sur ce sujet, le balayer d'un revers de main dans un territoire qui a connu la tempête Alex et la tempête Aline, c'est grave. Monsieur Delez, sur ce point-là, on vous entend peu. L'environnement, c'est une préoccupation pour vous ? Oui, l'environnement, c'est une préoccupation pour Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Donc effectivement, les mesures, les principales mesures sont la pollution des mers, la pollution des rivières. Alors, dans cette troisième circo, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait initier ? Dans la troisième circonscription des Alpes-Maritimes, la lutte sur les déchets. Effectivement, donc tout ce qui va être les déchets, le tri des déchets, tout ça qui est encore très mal fait à Nice. On sait qu'aujourd'hui, très peu de déchets sont traités sur la commune de Nice. Également, le recyclage de l'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, très peu de gens le savent, mais quand vous tirez la chasse de vos toilettes, vous balancez 6 litres d'eau potable à la poubelle, quand même. C'est le même réseau d'eau que vous buvez. Donc ça, effectivement, c'est du gaspillage. Et effectivement, il faudrait prendre dans le PLU de la métropole, pour tout ce qui est nouvelle construction, ainsi de suite, un recyclage de l'eau, par exemple, vous pouvez recycler l'eau de votre douche qui n'est pas sale pour la mettre dans vos toilettes, vous voyez, parce que vous n'allez pas la boire par définition, normalement. Donc voilà les projets qu'on peut faire dans nos circonscriptions au niveau national concernant l'écologie. Et également les circuits courts. Aujourd'hui, vous faites venir des choses de Chine, d'Espagne, ainsi de suite, ça pollue, voilà, c'est clair. Donc le localisme,
effectivement, pour les cantines de nos écoles. Donc 75% des commandes publiques pour des agriculteurs donc locaux. Voilà ce qu'on propose donc au niveau environnemental. Monsieur Patrick Helmand. Je pourrais revenir 2 secondes sur la ligne où on va reparler des transports encore. Non, on ne reparlera pas des transports, donc, mais vous pouvez préciser si vous le souhaitez. Oui, j'ai une question à poser à Philippe Pradal qui est très simple. La ville est endettée à hauteur de 2,7 milliards avec la métropole. Le chiffrage de la ligne 5 est d'environ 320 millions d'euros. La ligne 4, 350 millions d'euros. Et la question est très simple, comment comptez-vous, avec la dette actuelle, financer l'arrivée du tram à l'Ariane, à la Trinité et au-dessus? Réponse ? Je vous en prie, bien sûr. Le plan de financement, comme tous les sujets tramway, il est très simple. On peut mettre le montant brut et puis dire comment vous allez financer. Il faut savoir que ce sont des projets qui sont très subventionnés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont porteurs d'avenir et qu'ils sont innovants sur notre territoire. Donc, si l'Europe, si la BPI, si le département demain, si la région finance, c'est parce que ce sont des projets d'avenir pour les populations. Donc, le net qui reste à charge de la métropole est tout à fait soutenable parce que la métropole est dans une logique qui n'est pas toujours comprise, qui est de dire que nous développons ce territoire pour créer de la richesse sur ce territoire et ainsi financer les infrastructures. Mais si on attend d'avoir créé la cagnotte dans un coin qui permet de financer les infrastructures, et bien ceux qui profiteront de l'infrastructure ne sont pas ceux qui auront payé les impôts pour permettre son émergence. Donc ce qu'on fait, et nous l'avons fait complètement, et ça a porté ses fruits au niveau de la ligne 3 dans la plaine du Var, nous avons fait une ligne de tramway, et on se moquait de nous en disant ils ont fait une ligne de tramway à la campagne. Sauf que les investisseurs sont venus et ont créé la base fiscale et ont acheté des terrains. Ils nous ont ainsi permis de financer la ligne 3 qui aujourd'hui est livrée et qui ne pose de problème à personne et qui est très utilisée. Ça sera pareil pour la ligne 4 et la ligne 5. Merci. Avant de donner la parole à M. Chex, juste quelques détails sur l'environnement. Oui, sur l'environnement, on a évidemment beaucoup de choses puisque nous avons Europe Écologie Les Verts qui est un des partenaires de la coalition. Donc ça veut dire notamment un moratoire sur les grands projets d'infrastructures routières. Faire le forcing auprès de l'Union européenne pour obtenir une réforme de la PAC, l'interdiction définitive du glyphosate, alors que c'est un peu un va-et-vient sur le glyphosate, il faut en sortir. Dans la troisième, est-ce qu'il y a des Non, il n'y a pas de glyphosate dans la troisième, parce qu'on n'a pas beaucoup d'agriculteurs. Ça saurait, donc, est-ce que vous proposez quelque chose de particulier ? Nous en avons. Non, je pense qu'il faut simplement décliner la politique nationale. Il n'y a pas quelque chose. Je pense que ce qui a été fait au niveau des trames vertes, etc., c'est correct. Donc il n'y a rien de particulier, si ce n'est décliner localement les options qui sont prises au niveau national. Je pense notamment aussi au vote de la loi énergie-climat pour atteindre la neutralité carbone en 2050, qui est important. Monsieur Chex. Merci de me donner la parole. Je voudrais utiliser mon temps de parole pour pouvoir d'abord répondre à M. Pradal sur la mobilité. C'est très important, et sur les transports. Ça doit être une priorité absolue. Si on a les moyens de le faire, il faut le faire. Il faut que ça soit une priorité absolue. Il faut qu'on puisse desservir la Trinité et aller beaucoup plus loin dans la vallée des Paillons. C'est une stratégie à mettre en place et elle aura tout mon soutien. Concernant la sécurité, je voudrais relier la sécurité au transport en commun. Aujourd'hui, je rencontre des gens qui me disent on n'ose plus prendre les transports en commun parce qu'il y a un problème de sécurité. Ça, il faut l'entendre, il y a un problème de sécurité dans les transports en commun. Donc, j'entends M. Pradal nous dire qu'il y aura un grand centre de supervision à l'ancien hôpital Saint-Roch. Très bien. Moi, je suis pour qu'il y ait des policiers en plus grand nombre et qu'il y ait des postes de police en plus grand nombre et qu'il y ait des interventions facilitées. Quand on voit aujourd'hui la difficulté de circulation dans la ville de Nice, quand on voit qu'on a mis des pistes cyclables partout, quand on voit la difficulté pour les forces d'intervention du SDIS d'intervenir quelquefois dans des situations extrêmement difficiles parce qu'il y a une congestion de voitures à certains endroits où les gens ne peuvent plus passer. C'est exactement la même chose pour la sécurité. Si vous n'avez pas un départ des forces de l'ordre dans 10 points différents de la ville, les gens n'arriveront pas à temps pour pouvoir intervenir. Ça, je voulais relier le transport à la sécurité. Concernant l'environnement, je suis vice-président du département, je travaille aux côtés de Charles Anginesi. Il a été exemplaire sur sa proposition du Green Deal. Je veux dire, nous sommes avec d'autres, nous soutenons la politique, cette politique-là. Cette politique, c'est quoi ? C'est de financer, de cofinancer l'achat de véhicules non polluants
pour les habitations, cofinancer des travaux énergétiques. Sur le territoire, je serai celui qui proposera un renforcement de la collecte des ordures ménagères, des déchets verts. Il y a malheureusement des quartiers qui sont mal desservis, il y en a d'autres qui le sont beaucoup mieux, où il y a une collecte tous les jours. Les gens de la métropole font un travail absolument admirable, mais il faut leur donner des moyens supplémentaires. C'est ce que demandent aussi les gens qui habitent dans ces quartiers, et également sur les collines. Et je voudrais vous dire que le département a souhaité mettre en place une chaire de l'eau, à laquelle la métropole et Christian Estrosi ne voulaient pas adhérer. Et comme par hasard, on arrive à la veille d'une élection législative, et là, on a des gens qui veulent revenir et participer à cette mise en place de chaire de l'eau. Donc vous voyez, en fait, c'est toujours la même chose. Le « en même temps ». Vous voyez ? En même temps, je fais en sorte que ça ne se fasse pas, tout en faisant croire à mon électorat que je fais. Moi, je ne suis pas convaincu qu'en faisant des trams vertes dans la ville de Nice, on soit obligé de porter des pullovers parce que la température va chuter, vous voyez. Voilà. Bien. Je ne le crois pas. Quelques mots sur le pouvoir d'achat, Axel. Oui, alors la 3e circonscription est assez particulière. Falicon, c'est une des 10 villes dans les Alpes-Maritimes où on paye le plus d'impôts sur le revenu. En même temps, on a plusieurs quartiers prioritaires de la ville. Pour vous, comment est-ce qu'on fait pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages, Patrick Allemand ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que premièrement, il y a l'augmentation du SMIC. Deuxièmement, il y a le blocage des prix de l'énergie, qui est aussi important. Et sous puis, forme d'un bouclier ? Oui, il y a le revenu minimum des vieillesses, qui est un enjeu vraiment extrêmement important, parce que les réformes successives des retraites, il faut quand même être conscient d'un truc, ça aboutit à ce que le niveau des retraites baisse depuis des années et des années. À chaque fois qu'il y a une réforme, on arrive à une baisse. Donc aujourd'hui, il faut stopper ça. Il faut stopper ça parce qu'on a quand même un département, une ville, où on a 70 000 personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Pour une ville qui se veut capitale euro-méditerranéenne, qui a un rayonnement international, etc., non, à côté, il y a une vraie misère. Et si on veut garder une cohésion sociale à l'ensemble de la ville, si on ne veut pas risquer d'avoir des endroits où ça décroche, on est bien obligé de prendre en compte ce problème-là, ici comme ailleurs d'ailleurs. Thibaut Delez, même question. Une mesure pour vous pour soutenir le pouvoir d'achat ? Le pouvoir d'achat, c'est la baisse de l'électricité. On a vu l'électricité, elle explose parce qu'elle est sur un marché européen. Aujourd'hui, ayant le courage, comme l'Espagne ou le Portugal, de sortir de ce marché européen et de faire baisser donc la note électrique de 50% pour les Français. Donc ça, c'est une véritable mesure concrète pour le pouvoir d'achat. Bernard Schex, même question. Quel est pour vous le point sur lequel il faut travailler ? Le point essentiel, c'est de réduire la pression fiscale de tous les côtés. Et surtout de ne pas être complice des augmentations d'impôts, à la fois sur notre territoire, mais également au niveau national. Donc je serai celui qui m'opposera systématiquement, comme je l'ai fait au conseil municipal, comme je l'ai fait au conseil métropolitain. Je n'ai jamais voulu suivre ces augmentations d'impôts que je juge absolument infondées et insupportables pour les ménages. Philippe Pradal, justement, vous êtes conseiller municipal, adjoint. Oui, aussi, oui. Non, pas adjoint. Pardon. Vous avez donc voté l'augmentation de la taxe foncière à laquelle fait allusion. Voilà, même question sur le pouvoir d'achat. Je crois que le pouvoir d'achat, c'est avant tout reconnaître la valeur du travail et qu'il faut rapprocher le salaire brut du salaire net. Je ne pense pas que ce soit les charges patronales qu'il faut diminuer. C'est les charges salariales. C'est-à-dire que ce qui est en haut du bulletin, quand je suis un salarié, je le retrouve en bas. Et quant à l'augmentation du SMIC telle qu'elle est proposée à 1 600 €, moi je ne vois pas comment justifier cette augmentation du SMIC face à des artisans, face à des commerçants, face à des agriculteurs. Il y en a dans la circonscription, Monsieur Allemand notamment sur la commune de la Trinité. Oui. Nous avons d'excellents oléiculteurs. Des oléiculteurs. Qui sont des agriculteurs, sauf si vous leur dites le contraire. Je pense qu'on ne peut pas dire à ces gens-là qui peinent à sortir parfois 1 000 €, 900 € par mois, qu'il faut qu'ils rémunèrent leurs salariés 1 600 €. Donc, le sujet, c'est que le travail doit être mieux rémunéré. La réforme du marché du travail, c'était aussi ça. C'était un ensemble. Nous avons réformé le marché du travail, nous avons voulu réformer les retraites et nous étions sur le point de réformer l'assurance chômage pour qu'il y ait une incitation à la reprise d'emploi beaucoup plus rapide. Après, on voit toutes les mesures qui sont effectivement excellentes et qui ont d'ailleurs été mises en œuvre par la majorité présidentielle de notion de bouclier. Mais on voit bien que sur la notion de la baisse de la TVA, là aussi, il
y a des hésitations, pour ne pas dire des renoncements. On a annoncé une baisse très violente, très rapide de la TVA. Nous disons depuis un moment que c'est infinançable, voire contre-productif. Et puis on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des hésitations pour le faire et que c'est repoussé à plus tard. On a beaucoup reproché aux politiques de ne pas mettre en œuvre leur programme avant d'être élus. Là, nous sommes en train d'assister à un système où les hommes politiques décident de ne pas appliquer leur programme avant même d'être élus. Merci Monsieur Pradal. Avant de finir cette émission, on passe à quelques sujets un peu plus légers qui vont nous permettre de sortir du thriller de cette campagne qui est parfois un petit peu angoissant. Axel. Voilà. Alors on va commencer par vous, Patrick Allemand. Quel est votre endroit préféré dans cette circonscription ? Dans la 3e ? Oui. Mon endroit préféré, c'est du côté de Saint-Sylvestre, sur les hauteurs de Nice-Nord. D'accord. Monsieur Pradal, petite question. Où est-ce qu'on peut déguster les meilleurs raviolis dans la circonscription ? Donnez-nous vos adresses. Il y a trop d'endroits. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que manger des raviolis, c'est super bon pour la santé, c'est du vrai circuit court et c'est toujours un vrai bonheur. De toute façon, en campagne électorale et pas seulement, mon régime de base, c'est Soca Ravioli. Thibaut Delez, on ne va pas vous demander la recette des raviolis. Par contre, est-ce que vous avez un spot à nous conseiller pour faire un selfie ? Un beau panorama. Spot à vous conseiller à la Libé. Voilà. Le plus beau panorama de la 3e, je dirais, c'est la Libé, le marché Saint-Roch. Voilà. Ce sont les endroits emblématiques de la 3e circo. Saint-Roch, non. Saint-Roch, il faut faire un effort. Non. Mais enfin, c'est gentil pour moi parce que je suis élu à Saint-Roch-Criquet, donc je prends ça avec plaisir. On finit par vous, Monsieur Chex. Alors, un endroit pour organiser un premier rendez-vous amoureux dans la 3e circonscription. Et bien là où je l'ai fait avec mon épouse, à Falicon, avec une vue magnifique, également sur Nice. Pour les raviolis, c'est l'autobus. Pour le Pambagna, dans ma circo, c'est chez Tintin. Mais pour le Pambagna de cœur, c'est à Jean Jaurès, chez Félix. Et la Soca, c'est chez Pipo aussi, elle est délicieuse. Voilà, je suis un peu sorti de la circo, je suis désolé. C'est la première Pipo. Voilà. Moi aussi, je suis sorti de la circo. Je connais parfaitement bien les délimitations de la circo, mais je vais vous dire une chose, madame. Nos électeurs ne le connaissent pas. Nos électeurs ne connaissent pas la géographie de la circo. Ils nous verront comme des députés de Nice. Et moi, j'ai fait un pacte avec les autres députés, futurs députés de Nice, dans la 5e, dans la 1re et évidemment dans la 3e. Merci Monsieur Chex. Pour finir, chacun, si vous le voulez bien, à 30 secondes pour expliquer à vos électeurs pour quelles raisons voter pour eux. Monsieur Pradal. Pour vous, pardon. Lors de ces élections du 30 juin et du 7 juillet, les électeurs vont être confrontés à un choix difficile et moi je les invite à réfléchir à l'image que nous allons donner. Que veulent-ils représenter en envoyant un député à Paris ? Nice est une ville qui a toujours accueilli, Nice est une ville qui a toujours construit, Nice est une ville qui est accueillante pour ceux qui l'aiment et ceux qui s'en rapprochent. Donc je leur dis, votez pour moi parce que j'incarnerai ce dynamisme, cette volonté. Et je continuerai le travail que j'ai accompli, qui est salué par certains de nos opposants. Merci. Monsieur Chex. Eh bien moi, je serai, vous l'avez compris, le candidat du rassemblement. Dans rassemblement, il y a le R de rassemblement. Rassemblement, le R de rassemblement, c'est le R du renouveau. J'appelle les électeurs à nous rejoindre dès le premier tour. Je serai le député de tout le monde, y compris dans les quartiers difficiles et prioritairement peut-être dans les quartiers difficiles. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Et je vous le répète, je n'ai pas de CDI en politique. Je suis arrivé en politique il y a 3 ans. Et je compte me battre pour ce territoire et mettre toute mon énergie au profit de ses habitants. Monsieur Delez. Dissolution, c'est une chance pour que les Français reprennent le contrôle de leur sécurité, leur pouvoir d'achat. C'est une chance car on peut aujourd'hui reprendre le cours de notre destin. On peut reprendre le cours de notre pays. Aujourd'hui, on voit bien, Macron a tout détruit finalement dans notre pays. Il a voulu tout détruire. L'hôpital, l'éducation, tout a été détruit. Donc, effectivement, si vous êtes de notre avis, eh bien, effectivement, le 30 juin, moi j'invite les électeurs à voter pour nous et les propositions de Nicolas Dupont-Aignan. Merci beaucoup. Alors un peu plus difficile, Monsieur Allemand, puisqu'il ne s'agit pas de convaincre à voter pour vous, mais de voter pour Laure Quignard, qui est la candidate. Voilà, 30 secondes également. En prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale, le président de la République a ouvert les portes du pouvoir à l'extrême droite. Contrairement à ce qu'il avait imaginé, la droite s'est autodétruite et la gauche a su se rassembler en 5 jours pour dire non à l'extrême droite. Elle a surmonté ses divisions pour prendre ses responsabilités. Le peuple l'a compris
et une dynamique populaire s'est enclenchée. Pour la première fois depuis 1988, il y a 36 ans, la gauche entrevoit une possible victoire à Nice dans la 3e circonscription. Alors, tous ensemble, le 30 juin, transformons cet espoir en réalité en votant pour la candidate du nouveau Front populaire, Laure Quignard. Ce sera le mot de la fin. Cette émission est maintenant terminée. Merci à nos invités d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Philippe Bertini et Sophie Doncé qui ont réalisé cette émission. On se retrouve demain à la même heure pour le débat de la 6e circonscription. Bonne soirée à tous et à très bientôt.